On va partir sur des points importants, donc à la fois la cartographie et la photographie, c'est ce qui va servir de base à mon intervention. C'est un véritable outil de recherche pour de la géographie à la fois nationale et régionale. On va voir d'abord que c'est un pays continent, il faut comprendre aussi et jouer avec les notions d'échelle dans ce pays, pour comprendre que bien évidemment un pays qui est à la taille quasiment d'un continent renferme différentes inégalités. Enfin, on fera une toute petite partie sur les perspectives d'avenir du XXIe siècle. Alors, je vais organiser ça en 3 parties, donc les traductions spatiales des inégalités à l'échelle d'un pays, d'un État et d'une ville, donc on changera d'échelle à chaque fois, en expliquant que tout ça vient aussi d'une histoire révélatrice de la situation actuelle, donc de la colonisation et l'esclavagisme, de l'importance du métissage dans ce pays qui est une véritable identité, et puis les différentes pratiques culturelles et religieuses. On verra enfin, en 3e partie, les actions publiques pour pallier les inégalités, à la fois celles liées à la pauvreté, à l'éducation et aux soins, et à l'accès à la terre. Oh, il y en a 2 qui sont passés. Alors, donc là, on va voir que c'est un pays qui fait 8,5 millions de kilomètres carrés, avec donc le 5e en termes de superficie, et on voit bien aussi sur la petite partie droite qu'il reprend donc une très grande partie de l'Amérique latine et qui était véritablement un géant de l'Amérique latine. Un petit exercice qu'on vous propose, donc ramener sur l'Europe, le Brésil donc, va de la Suède au Tchad et à la fois de l'Islande à la mer Noire. On peut comprendre aussi pourquoi on a autant d'inégalités sur un pays qui est de la taille d'un continent, dans lequel on peut faire rentrer 15 fois la France, et dans lequel je fais rentrer une grande partie de l'Europe aussi. Donc vous voyez donc cette étendue qui va expliquer ça. On a un découpage de ce pays en 5 grandes régions. On va partir du nord, donc la région nord, qu'on appelle communément Amazonie, le nord-est, qui sont, on va le voir au fil de l'exposé, les 2 régions les plus pauvres du Brésil, le Mato Grosso, le centre-ouest avec le Mato Grosso do Sul, et Goiás et District fédéral, qui lui est plutôt en intégration, et puis la région du sud-est et la région du sud, qui sont les régions les plus riches du Brésil, avec évidemment le pôle de São Paulo, qui est le pôle le plus riche de ce pays. Alors, ce découpage, on va le retrouver un peu plus précisément sur cette carte, avec les différents États. Ceux qui me serviront de référence dans mon travail, ça sera essentiellement des États donc, du Pará, de l'Amazonas, du Mato Grosso, dans le nord-est, celui du Piauí, qui est l'État le plus pauvre du Brésil, et puis on ira aussi un petit peu à São Paulo et à Rio de Janeiro. Pays des inégalités, ça c'est la maison du gouverneur, dans un des États de la région du Nord, alors que de l'autre côté, on a l'habitation du petit caboclo, qui lui habite dans cette petite maison en bois et se déplace donc sur les igarapés de l'Amazone en pirogue. Donc voilà quelques exemples. Dans les traductions spatiales donc, de l'inégalité, on va regarder ça à l'échelle d'un pays, d'un État et d'une ville. Voilà ce qu'on peut trouver dans São Paulo, un chiffonnier, comme on va trouver dans différentes métropoles donc, du Sud, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Asie ou en Amérique latine. On va retrouver l'importance de ces populations pauvres. Une carte du Brésil qui est un petit peu tournée, je vous ai dit que vous allez voir beaucoup de photos et beaucoup de cartes, qui va vous montrer donc évidemment la suprématie du sud et du sud-est. Si on l'avait laissé avec une orientation nord habituelle, vous n'auriez pas vu évidemment ce nord et ce nord-est qui est quand même relativement plat. Donc on voit bien l'état de São Paulo qui sort, et on voit bien aussi celui de Rio de Janeiro, puis les États du Sud et les États littoraux, mais on voit qu'à l'intérieur des terres, on a vraiment donc un PIB qui est beaucoup plus faible. Si je le prends à l'échelle des villes, on va retrouver évidemment ce grand pic de São Paulo, on va retrouver Rio de Janeiro, on va retrouver Belo Horizonte, on va retrouver Porto Alegre, on va retrouver Salvador de Bahia, donc quelques villes littorales, mais vous voyez bien qu'à l'intérieur des terres, je ne retrouve aucune véritable richesse. On l'a tourné dans l'autre sens pour vous montrer là à la fois PIB et territoire, et vous montrer aussi peut-être, si vous voyez un petit peu, c'est difficile pour moi parce que je ne suis pas en face de vous, mais vous montrer un petit peu ce chevelu de couleur bleue, par exemple, qui correspondent à des routes. Et la route va amener évidemment l'activité et va amener donc une mise en valeur donc, du territoire. Si on prend les revenus déclarés dans les communes, j'ai pris cette première carte pour vous montrer un petit peu le découpage qui va vraiment nous servir.
Si vous prenez donc le découpage à partir du nord, enfin le nord de la région du centre-ouest, puis ensuite je décale en gros vers le nord-est, et vous voyez bien qu'on a une scission en gros de ce pays entre un nord et un nord-est qui est quand même beaucoup plus en retard, et un sud, un sud-est et un centre-ouest en voie d'intégration que l'on va retrouver à l'intérieur. Ce clivage, on va le retrouver sur bon nombre de cartes, que ce soit l'IDH, que ce soit la richesse, la durée des études, etc. Et donc, il va vous permettre de comprendre qu'on a un Brésil à 2 vitesses et qu'on a un Brésil avec à la fois donc, des différenciations particulièrement marquées. Et surtout, on va retrouver aussi à l'intérieur de ce pays, dont on dit qu'il a ses colonies à l'intérieur. Quelques petits chiffres, hein, j'ai essayé d'en mettre le minimum possible, juste pour vous montrer quelque chose. Si vous regardez nord, nord-est, sud-est, sud, centre-ouest, vous voyez qu'à chaque fois, l'IDH a beaucoup augmenté. Ça, c'est intéressant de voir de 0,4 à 0,6 ou de 53 à 75, etc. Mais de voir que l'indice de Gini, lui, au contraire, il est resté dans le même état. Ça veut donc dire que dans l'ensemble, on a un pays qui s'est beaucoup enrichi, mais où les inégalités internes sont restées particulièrement criantes. Voilà la carte de l'indice du développement humain par commune. Donc là encore, vous voyez que globalement, je peux couper toujours le Brésil à peu près au même niveau, nord, centre, ouest, et puis en suivant la région nord-estine, et je retrouve avec à la fois donc un IDH entre 0,72 et 0,86, c'est-à-dire un IDH quand même relativement élevé, et quand c'est orange, hein, on a un IDH qui peut descendre jusqu'à 0,42, qui correspond en gros à un critère des PMA, hein, complètement. Donc, vous voyez hein, qu'on a des régions critiques, le nord-est et la Haute-Amazonie, un centre-ouest, et puis un sud et un sud-est, où au contraire, on a des IDH qui sont particulièrement élevés. On a couplé cette carte en ajoutant les riches, hein, et vous voyez qu'on va retrouver des pôles de richesse, évidemment avec cet énorme poids de São Paulo, hein, qui à lui tout seul recouvre à peu près 35% de l'économie du Brésil. On retrouve donc les grandes villes et les métropoles donc du sud et du sud-est, quelques villes du littoral et vraiment en dehors de Belém et Manaus, hein, on ne retrouve pas grand-chose à l'intérieur des terres donc de cette région amazonienne. Alors, les inégalités municipales, ça c'est intéressant comme petit document, juste pour vous montrer. Les 5 municipalités où l'IDH est le plus élevé, le district fédéral, Brasilia, donc São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro et Paraná, tout est dans le sud et dans le sud-est, hormis la capitale. Et si je prends l'IDH le plus bas, on retrouve la Lagoas, le Maranhão, le Pará, le Piauí, le Paraíbe. On est dans le nord-est, dans le nord et le nord-est. On retrouve bien ce clivage que l'on va retrouver éternellement. En revanche, quelle que soit la région, globalement, l'indice de Gini reste toujours très élevé, alors qu'on a des écarts d'IDH quand même très élevés entre... pour le district fédéral, 0,82 et en descendant jusqu'à 0,63 hein, pour la Lagoas, par exemple. Alors, le poids de São Paulo, on en a parlé. Voilà une photo qui va vous montrer qu'on est bien dans une grande métropole de plus de 20 millions d'habitants, avec à la fois, donc, je vais vous les reclasser donc, dans les 10 premières métropoles, population estimée en 2030 plus de 23 millions, avec un taux de croissance qui reste raisonnable, mais on est en Amérique latine, hein, on n'est pas ni en Asie ni en Afrique, où on connaît des taux de croissance particulièrement élevés, mais il va falloir quand même gérer ce poids, donc ce poids pauliste. Vous voyez, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, la part de l'État, c'est en gros 34%, hein, 34% donc du produit intérieur brut provient de cet unique État des 27 États que compose le Brésil. On le retrouve avec, par exemple, le flux aérien. Hein. On a bien le hub de Brasilia, mais la polarisation des flux aériens se fait essentiellement sur São Paulo, puis sur Rio et ensuite sur Brasilia. On voit bien que là encore, le pôle le plus élevé, c'est celui de São Paulo. On peut le prendre aussi à l'échelle des routes, des voies ferroviaires, des gazoducs ou de la fibre optique, on voit très nettement ce poids du sud-est, un petit peu le littoral toujours, parce que les colons sont arrivés par le littoral, et cet intérieur des terres qui, au contraire, est particulièrement vide hein, et relativement faible en termes de densité. La rive gauche de l'Amazone peut descendre à 0,06 habitants au kilomètre carré. Un petit travail qu'on avait fait pour un manuel, hein, donc avec les inégalités. Donc les États du Brésil donc dans le monde, avec à la fois l'IDH. Vous voyez, le Brésil est découpé avec cet IDH donc, qui montre bien la partie sud et la partie nord, hein, qui coupe en deux hein, totalement ce pays.
Si je change d'échelle et que je passe à l'échelle de l'État brésilien, je vois quand même un petit peu de nuance, mais je vois l'État de São Paulo qui vraiment est le plus rouge et celui qui connaît évidemment la plus forte richesse. Si je descends à l'échelle de la commune de São Paulo, dans l'État de São Paulo, vous voyez que dans l'État de São Paulo, je vais avoir tous ces petits points rouges, mais j'ai ce grand point rouge qui correspond donc à la commune de São Paulo. Et enfin, la dernière, la quatrième, qui sont les quartiers de la commune de São Paulo. Ça, c'est le découpage du municipe. On a bien au centre, en rouge, les populations donc les plus aisées, entre guillemets, puis en orange, en auréole, des populations au contraire avec une vulnérabilité qui va être plus importante. Et plus je vais aller vers le bleu, plus je vais vers des vulnérabilités élevées. Et là, on voit bien la notion d'échelle en passant donc de l'État directement au quartier de la commune. La deuxième flotte d'hélicoptères urbains, ça s'explique aussi par le fait qu'on est sur une ville de 20 millions d'habitants, avec aussi un pôle de richesse particulièrement élevé. Donc, vous voyez cet hélicoptère qu'on a mis au-dessus de la plateforme, et on voit bien que quand on construit aujourd'hui au Brésil, on construit avec évidemment tous les héliports qui vont bien pour pouvoir circuler plus facilement sur la région. Ça fait partie des images qui sont particulièrement connues au Brésil, avec à la fois les quartiers favorisés et les quartiers défavorisés devant, et surtout cette imbrication de plus en plus marquée à l'intérieur du territoire. On est toujours à São Paulo, les quartiers pauvres de São Paulo, les quartiers populaires de São Paulo, les quartiers très aisés de São Paulo. Je n'ai pas changé de ville, je me suis juste déplacée dans les quartiers donc, de cette commune. Une petite loupe que j'ai faite très rapidement sur le Piauí, qui est un état très pauvre du nord-est. Donc là, c'était juste pour vous montrer quand même quelque chose qui paraît intéressant. Donc si je prends la capitale Teresina, j'ai un IDH à 0,6, mais vous voyez que si je descends donc à 0,75, pardon, parce que j'ai le petit écran devant, je ne vois pas bien, 0,75. En revanche, si je descends à San Francisco de Assis ou à Caxinho, je vais avoir un IDH qui va être à 0,48. Donc là, on n'est pas loin d'un PMA. Donc on a bien à l'intérieur même de cet état pauvre, des poches de pauvreté et des poches aussi de quartiers aisés qu'on va retrouver sur la capitale Teresina, mais que je ne vais pas retrouver par exemple sur toutes les autres communes de cet état. Habitat, revenus et critères sociaux à Rio de Janeiro, c'est peut-être ce que vous connaissez le mieux, donc j'ai fait une petite loupe sur Rio, avec toujours là ce quartier de Botafogo que l'on voit avec la plage, et puis la favelle de Santa Marta qui maintenant aujourd'hui gangrène petit à petit les quartiers les plus aisés. Alors, je vais faire une petite loupe sur Urca, qui est le quartier vraiment colonial, le tout premier, et puis on ira sur le quartier d'Ipanema-Leblon, on ira voir l'hôtel Sheraton pour vous montrer un petit peu aussi le problème que peut poser cette cohabitation donc, de populations aisées et de populations défavorisées. Alors voilà le quartier de Urca qui est juste au pied du pain de sucre. C'est le quartier colonial. Si vous avez quelques sous à placer, mais ne rêvez pas, vous ne trouverez pas à acheter parce que ça se vend avant d'être mis en vente, parce que c'est vraiment un quartier particulièrement favorisé. Sinon, là, on est sur l'Avenida Atlantique, donc à Rio. Et on va aller rejoindre, donc voilà, ce quartier que l'on va voir, quand vous sortez de Rio, voilà ce que vous voyez systématiquement, avec à chaque fois devant ces favelles qui sont sur les Morros, ces montagnes granitiques tout autour de Rio, alors que les quartiers au contraire favorisés, eux au contraire, sont près des plages et en bas. L'hôtel Sheraton et la favela Vidigal de Rio de Janeiro, donc vous voyez là c'est la plage d'Ipanema-Leblon, avec les deux rochers là qu'on appelle le rocher des deux frères, et vous voyez en bas donc la favela de Vidigal qui n'existait pas quand le Sheraton a été construit. Le Sheraton, sa place privée, a aujourd'hui vue sur la favela de Vidigal, ce qui ne fait pas réellement plaisir aux propriétaires donc de cet hôtel de grand luxe. Donc voilà, une photo d'un petit peu plus près où je retrouve donc les quartiers favorisés d'Ipanema, où je retrouve la favela de Vidigal et où je retrouve donc l'hôtel Sheraton avec sa plage privée et vous voyez de la plage ce que ça peut donner. On a vue directe sur la favela et évidemment aujourd'hui c'est une favela installée qui reste pérenne. La pression sur les forêts, évidemment, elle est présente partout, c'est-à-dire que toutes les forêts aujourd'hui sont urbanisées avec donc la mise en place donc, de favelles.
J'ai terminé aussi en faisant une petite loupe sur cette partie sur Rio de Janeiro. Donc, vous voyez, j'ai repris le quartier d'Ipanema où on a vu le fameux Sheraton. Mais la plage est aussi un lieu de ségrégation. La plage, donc, vous voyez que ça va du poste 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et selon d'où vous venez, vous n'allez pas aller à la plage au même endroit. La première fois, je ne savais pas, je suis allée au poste 9. J'ai vite compris que je n'étais pas à ma place, puisque j'étais sur les people, artistes, hippies et gays. Donc, je n'étais pas vraiment à ma place. Donc, en fait, le poste 7, c'est les banlieusards. Alors, si vous habitez chez des amis qui habitent Ipanema, ils vont vous dire qu'il ne faut pas aller au poste 7 parce que c'est dangereux. Mais le poste 9, c'est réservé à une certaine élite un peu bobo, on va dire. Et le poste 10, 11, 12, c'est moi là où je dois aller en tant que famille aisée ou étrangère. C'est là que je dois aller sur la plage. Donc, vous voyez qu'on retrouve la ségrégation aussi sur la plage, directement. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie. Je suis dans les temps. Donc, une histoire qui est révélatrice de la situation actuelle, de la découverte de la colonisation et l'esclavagisme, le métissage et les pratiques culturelles. Je me suis permis de mettre cette photo pour montrer aussi l'importance du drapeau national, la bandera nacional do Brasil, que l'on met partout, systématiquement. Nous, on ne met pas un drapeau bleu, blanc, rouge à tout bout de champ, alors qu'au Brésil, on met un drapeau brésilien et surtout, on va s'habiller aux couleurs du pays. Et on a vraiment un patriotisme particulièrement important. Alors, on va repartir du commerce triangulaire, bien évidemment. D'Europe, on va donc dans le golfe de Guinée chercher des esclaves qu'on amène au Brésil et qui vont travailler donc sur les moulins à sucre, essentiellement donc dans la région nord-estine, puisque Pedro Álvarez Cabral est arrivé sur les côtes du nord-est. Les Amérindiens sont les premières victimes de la conquête portugaise, surtout avec le choc microbien d'ailleurs, davantage que par mauvais traitement. Et donc, il faut remplacer cette population qui disparaît par des populations qui sont des populations d'esclaves qui sont représentées sur la partie gauche de l'écran. On les amène, on les fait travailler. Donc là, vous voyez, on est en train de broyer la canne à sucre pour récupérer le sucre, puisqu'il y avait le cycle du sucre qui a permis donc de vendre du sucre partout en Europe. Et puis, le 13 mai 1888, le Brésil en finit avec l'esclavage et on voit donc ces populations qui vont vendre au marché, mais qui sont là à l'état de femmes libres. La persistance de l'esclavage rural, elle existe encore aujourd'hui. C'est un esclavage déguisé, bien évidemment, mais vous voyez qu'on montre les indices de vulnérabilité au recrutement liés comme travailleurs esclaves, et ça correspond comme par hasard à la région nord-estine et à la Haute-Amazonie, qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, les deux régions les plus en retard et les plus pauvres, globalement. Donc, on va retrouver ça à peu près sur pas mal de cas. Le métissage omniprésent, 2006, un colloque où j'étais présente d'ailleurs avec Gilberto Gil, qui insistait sur la diversité comme identité, puisqu'on a un peuple, bien évidemment, qui est un melting pot à la fois de populations européennes, de populations autochtones et de populations africaines. On le retrouve à travers différentes manchettes de manuels, l'histoire du Nouveau Monde, les métissages, Rio, la ville métissée, l'époque métisse. Le métissage est partout. 4 couleurs et d'importantes disparités régionales. Voilà, donc 47% de blancs, 43% de métis, 7,5% de noirs et de jaunes. Alors, vous êtes peut-être choqués par ma nomenclature. C'est tout simplement la nomenclature de l'État brésilien. On est blanc, on est noir, on est métis, on est jaune ou on est indien. Voilà, et on ne s'embête pas avec ça. Donc, vous voyez que si j'entoure, on voit bien que les populations métissées, elles sont les plus importantes dans le nord-est, et là c'est logique puisque les esclaves africains sont arrivés sur le nord-est, et au contraire, donc vous voyez aussi que la population noire, les plus prégnantes, je les retrouve aussi à cet endroit-là. C'est le lieu de colonisation originelle. Cette photo, je l'aime beaucoup parce qu'elle montre à la fois le passé militaire du Brésil, 21 ans de dictature militaire de 1964 à 85, mais surtout différentes couleurs de peau et toujours la prégnance de ce drapeau brésilien qui reste toujours particulièrement marqué. Je suis partie sur des choses un petit peu originales pour vous évoquer aussi ça. Vous savez que le Brésil, c'est le pays des novellas, c'est séries télévisées au kilomètre, dont les Brésiliens sont friands. Ça commence à 17h, ça finit à 23h, avec juste une coupure pour le journal national au milieu. Mais on est aujourd'hui en train de se plaindre de ces novellas parce qu'on estime que
on n'a pas assez recruté de Noirs et de Métis. Donc là, par exemple, Segundo Sol, cette novelas qui se passe à Salvador de Bahia, où la population est majoritairement noire et métisse, a pourtant une héroïne qui est blanche. Je vous ai mis là quelques affiches, et vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même la prégnance donc, de ces populations blanches que l'on montre dans ces novelas, alors qu'on estime qu'ils ne sont pas représentatifs de la population brésilienne. Donc là encore, j'ai mis une petite loupe pour vous. Les Blancs dominent dans les quartiers aisés, dans les grandes métropoles brésiliennes. Je vais y arriver. Cependant, donc, on note une révolution, un petit peu une évolution, parce que les dernières novelas, elles font apparaître davantage la classe moyenne et davantage donc, dans des quartiers de classe moyenne, et surtout des héros qui seraient aujourd'hui non plus systématiquement blancs. Voilà. Donc, on a une avancée petit à petit quand même de ce métissage. On est obligé aussi, quand on parle de métissage, quand on est obligé de parler de l'histoire du Brésil, de parler évidemment de la samba, du carnaval et de la capoeira. La samba, ça vient tout simplement aussi d'Afrique, originellement. Donc, c'était dansé dans les favelles de Salvador de Bahia, dans le nord-est. C'était une danse pratiquée par des esclaves africains venus des colonies portugaises. Donc, voilà, je vous ai mis une jolie brésilienne. Et je vous ai mis aussi donc, une image de capoeira. La capoeira, c'était tout simplement cet art martial où on ne doit pas se toucher parce que les esclaves, s'ils se touchaient, étaient condamnés à mort, étaient donc tués. Donc, en fait, c'était une façon de pratiquer à la fois leur rite, et à la fois aussi donc, de danser, d'avoir ces rites qui venaient d'Afrique, mais surtout sans jamais se toucher, d'où la capoeira, cet art où on ne doit pas se toucher. Le carnaval, il existe à plusieurs niveaux. C'est le carnaval des Sansu, le carnaval de la rue. Vous voyez qu'on a un trio électrico, c'est-à-dire c'est un camion, ce sont des murs d'enceinte, et où on danse derrière donc pendant 3 jours, jusqu'à épuisement. Moi, je l'ai fait. J'ai fait le carnaval des Sansu et j'ai fait le carnaval des riches. Ce sont 2 choses foncièrement différentes. Le carnaval du Sambodrome, le carnaval des riches, c'est assister donc au défilé des écoles de samba. Et donc, un défilé dure à peu près 5 à 6 heures par école. Donc, voilà, donc ça, vous êtes dans le Sambodrome. Ça, c'est le carnaval des gens aisés, entre guillemets. Mais tout est bon pour faire la fête, même dans la rue, quand on n'a pas les moyens. Il faut aussi évoquer le syncrétisme religieux qui est lié aussi et qui va générer aussi, là, après, donc, des inégalités qu'on va retrouver. L'évangélisation coloniale, pardon, l'importance donc des missions jésuites qui ont protégé en grande partie les populations autochtones. Je vous ai mis la manchette de ce film de Roland Joffé. Et puis, les fêtes aussi qui sont associées donc à la fois aux croyances, comme le candomblé, comme ici Yemange, la divinité afro-némère. C'est un savant mélange à la fois donc de religions autochtones, du catholicisme, mais aussi de venues africaines, comme par exemple le candomblé, qui fait référence donc à des réminiscences africaines, avec des rites particulièrement mixés de certains avec le christianisme. On est sur quelque chose de très particulier. On peut tourner comme ça pendant des heures jusqu'à tomber en transe. Là aussi, j'ai fait. Bon, ils étaient un peu déçus parce que je ne suis pas tombée en transe, mais voilà, c'était un test. Voilà. Alors, immense pays donc, qui possède une grande variété de religions, donc avec une religion chrétienne catholique très importante, même si elle est en recul face à la montée de l'évangélisme, avec l'image de Jair Bolsonaro, qui a évidemment beaucoup prêché pour l'évangélisme. Je vous ai refait un petit tableau donc, des religions en Amérique latine, avec donc, vous voyez donc, ce qui domine très largement, c'est la religion catholique, mais vous voyez quand même la montée des évangélistes partout en Amérique latine, et particulièrement au Brésil, ou au Guatemala, au Nicaragua, au Honduras. Sur l'isthme centra-américain, c'est très marqué, mais en Amérique latine, en Amérique du Sud, tout du moins, c'est le Brésil qui a le plus fort taux d'évangélisme, à l'image de Bolsonaro, qui justement revendique très nettement cette appartenance donc, à l'évangélisme. J'en arrive à une 3e et dernière partie. Je suis toujours dans les temps de ce que je voulais faire. Les inégalités qui sont liées à la pauvreté,
les inégalités qui sont liées à l'éducation et aux soins, et les inégalités face à l'accès à la terre, ce qui est un véritable problème aujourd'hui de ce pays qui est le deuxième exportateur de produits agricoles du monde, qui a une quantité de terres arables encore non mises en valeur, alors qu'on a une partie de la population qui ne mange pas à sa faim. Bolsonaro, donc, positif au Covid-19, j'ai mis ce petit dessin de presse. Je pense que c'est très intéressant, les dessins de presse pour accrocher des élèves. Disons que le virus fait à vos poumons ce que vous faites à l'Amazonie. Hein. Donc, j'ai trouvé ça dans la presse et je trouvais ça intéressant de montrer que, bien évidemment, il était négationniste par rapport donc à la maladie et au vaccin. Il considérait que Dieu allait sauver, Dieu au-dessus de tout le monde allait sauver la population brésilienne. Et donc, il me paraissait intéressant de repartir de ça pour pallier les inégalités. On va prendre 3 exemples. On va prendre l'exemple de Fome Zero, et vous voyez là encore l'importance du drapeau brésilien que je vais retrouver, donc fin zéro, hein, si je traduis. Le programme Minha Casa, Minha Vida, ma maison, ma vie, et puis le programme de Bolsa Família, qui est le programme en fait qui correspondrait à peu près à des allocations familiales, hein, avec des obligations toutefois. Alors le programme Fome Zero, c'est un programme donc qui consiste à lutter contre la faim et la pauvreté dans un pays à l'abondance agricole, hein, 12 euphémismes, mais le Brésil n'est pas un euphémisme près, hein, loin de là. Et donc, la difficulté, c'était donc de pouvoir faire manger 3 fois par jour les populations les plus pauvres. C'est un programme qui est mis en place par Lula, hein, donc en 2003, quand il prend la présidence donc une première fois, et il estimait qu'à l'époque, plus d'un tiers de la population du Brésil ne mangeait pas à sa faim, alors qu'elle était un des plus grands exportateurs donc, de denrées agricoles. J'insiste sur un point aussi, quand on voit ce petit garçon qui joue avec sa cuillère, le fait aussi d'envoyer les enfants à l'école permettait d'assurer aussi un repas digne de ce nom à l'école. Une des choses vraiment les plus importantes, c'est une photo que j'ai prise dans un ascenseur, hein, tout bêtement, programme d'éradication du travail infantile dans la préfecture donc, municipale de Paragominas, c'est où j'ai fait ma thèse et où je continue à travailler depuis plus de 30 ans. Campagne d'éradication, donc travail infantile est un crime, dénoncé, et on vous donne tous les numéros pour dénoncer le travail infantile, qui faisait partie donc, des plus grandes inégalités de ce pays, à savoir les enfants des populations de classe moyenne ou aisée allaient à l'école et les populations pauvres n'allaient pas à l'école. Et c'était un véritable problème justement pour ces populations. Donc, on a beaucoup misé là-dessus et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai commencé à travailler au Brésil, c'était les enfants qui ciraient les chaussures, qui mettaient de l'essence dans ma voiture, etc. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, on ne voit plus un enfant qui travaille. Hein. Éventuellement, il va aider ses parents sur une concession, mais on ne voit pas d'enfants qui directement sont en train de travailler, mais parce que l'école est vraiment devenue importante. Le programme Minha Casa, Minha Vida, qui ne fait pas forcément rêver les Européens quand on va voir les images, mais qui fait rêver évidemment toutes les populations pauvres brésiliennes qui pourraient avoir accès à la propriété, même si toutes les maisons sont similaires, même si ça vous donne peut-être l'impression d'un immense lotissement, une immense cité, mais les gens étaient quand même très friands de pouvoir accéder donc à la propriété. Donc voilà un des exemples dans l'état du Pará, quand nous sommes partis en mission avec Hervé Théry et Nelly Aparecida de Melo, nous sommes partis donc en mission à Palauapebas et nous sommes passés devant ce programme de construction et nous sommes donc arrêtés pour aller faire quelques photos donc, de ce programme Minha Casa, Minha Vida. D'autres photos, donc par exemple dans l'état de São Paulo, hein, donc là, avec le bon et le mauvais côté. On va être très honnête. Le bon côté, c'est une maison en dur, l'accès à la propriété, c'est une évidence. En revanche, vous êtes quand même un petit peu relégué, hein, vous n'êtes jamais dans le centre-ville et ça nécessite évidemment d'avoir un temps de transport qui est relativement important et d'amener évidemment le principe donc, des autobus, essentiellement on fonctionne avec les bus au Brésil, qui vont vous permettre de rejoindre le centre-ville. Autre programme, hein, donc c'est le programme de construction là, donc Minha Casa, Minha Vida 2, hein, c'est la tranche 2 par exemple ici. Donc là on est dans le Piauí, j'ai repris le même état que celui que j'avais évoqué tout à l'heure pour l'indice de développement humain en disant qu'il était particulièrement faible. Donc là on va créer donc pour un un programme pour un municipe qui a à peu près 50 000 habitants, avec des subventions fédérales. Et puis, donc, on essaie toujours de construire
un habitat digne de ce nom, hein, en essayant d'éviter évidemment la multiplication des favelles, comme on peut le voir dans bon nombre de banlieues, de grandes villes ou de grandes métropoles. Avec le slogan, donc le pays de tous, hein, avec le gouvernement fédéral, hein, qui dit que c'est le gouvernement de tout le monde, à la fois des riches et à la fois des pauvres. Le programme Mia Casa Mia Vida, alors ça c'est intéressant, il a changé de nom, il s'appelle Casa Verde et Amarela, hein, c'est-à-dire maison verte et jaune. Là encore, on retrouve toujours cette notion donc, du drapeau brésilien qui va être particulièrement prégnant. Donc là encore, on favorise donc la réduction des inégalités, si on peut. Autre point, la Bolsa Familia. Alors ce point de la Bolsa Familia, il est vraiment important parce que on donne donc une aide à toutes les mères célibataires, à toutes les populations pauvres qui ont des enfants, pour les aider à envoyer les enfants à l'école et à s'alimenter tout à fait correctement. Alors ça a des très bons côtés, et je vais me permettre de dire, sans paraître quelqu'un de rétrograde, mais ça a aussi quelquefois des côtés un petit peu pervers, à savoir que moi j'ai travaillé à Palau Pebas avec une jeune femme qui avait 17 ans. La jeune femme à 17 ans attendait son 3e enfant et donc avait donc arrêté l'école, quitté l'école. Et quand on a discuté avec elle, elle nous disait « Ah bah oui, mais j'ai fait un 3e enfant parce que je vais avoir une plus grosse Bolsa Familia et ça va m'aider à vivre un peu mieux. » Sur le fond, elle a raison, c'est un raisonnement uniquement à court terme, qui peut-être peut poser problème, hein, bien évidemment, parce que vous allez avoir donc derrière peut-être un suivi des enfants qui va être un petit peu plus délicat. Donc là, voilà cette carte de Bolsa Familia qui, dans les communes les plus pauvres du nord-est et du nord, ou dans les banlieues évidemment défavorisées, même des grandes métropoles, vous avez des files hein, vraiment terribles devant les mairies pour aller toucher sa Bolsa Familia quand il est le moment et l'heure d'aller rechercher cette Bolsa Familia. Alors, fini la Bolsa Familia, je vous ai pris quelques exemples parce que le drôle de jeu de Bolsonaro avec les aides sociales, Bolsonaro a mis un petit peu en stand-by toutes les aides sociales hein, ces 4 dernières années. Donc, 18 ans après le lancement donc, par Lula, le célèbre programme social Bolsa Familia, donc remplacé par Auxilio Brasil, hein, c'est très bien qu'on ait changé le nom, ce n'est pas le problème, montant encore indéterminé, dont le versement n'est prévu qu'en décembre 2022. Qui dit décembre 2022 dit, après évidemment, le résultat des élections présidentielles. Vous savez aussi bien que moi que Jair Bolsonaro n'est pas réélu, donc il va sans dire que tout ça va forcément disparaître et Lula remettra en place un nouveau système d'aide sociale, mais que pendant les années Bolsonaro, il y a eu évidemment moins d'aide sociale qu'il y en a eu durant les années Lula. Ça, c'est une évidence. Mais on ne sait pas, hein, bien évidemment, ce que ça va devenir dans les semaines à venir. Je vous rappelle que Lula prendra ses fonctions donc début 2023. Alors, justement, je parle du vote et c'est volontaire. On dit que la Bolsa Familia, c'est un petit peu le pantin du vote en Amérique, au Brésil. Alors, je vous prends un exemple. Où est la pauvreté au Brésil hein, radiographie de la Bolsa Familia, donc copier-coller de ce que je ne cesse de dire. Hein. Vous voyez qu'on a toujours ce Brésil coupé en deux. On voit très nettement où est la pauvreté hein, en bleu. Donc, c'est toujours cette région du nord et du nord-est. Et au contraire, des régions qui sont moins pauvres sur le centre-ouest, le sud-est et le sud. Ensuite, si je change un petit peu, donc où est-ce que je vais avoir le plus d'aide sociale? Et bien, vous voyez très nettement que c'est sur la région nord-estine, région qu'on a tendance à appeler région épave, hein, on a tendance à dire que ça ressemble davantage au Pakistan qu'à autre chose. La région nord, c'est un peu différent, c'est plutôt le Far West, hein, c'est plutôt encore des régions encore à mettre en valeur, sur lesquelles on a de nombreux fronts pionniers, sur lesquels il est dangereux de vivre. Hein. Moi, j'ai travaillé très longtemps sur les fronts pionniers et on comptabilisait le nombre d'assassinats, donc régulièrement, ou le nombre de disparus, qui sont des gens, évidemment, qu'on ne reverra jamais. Alors, donc, vous voyez donc où est-ce qu'on a la Bolsa Familia, vous essayez de garder un petit peu cette carte en tête, où est la pauvreté et où est versée la Bolsa Familia. Et si je prends les élections d'il y a 4 ans, eh bien, regardez, les élections d'il y a 4 ans, elles vous donnent ça
elle vous donne évidemment, je peux revenir en arrière, hein, juste pour vous montrer, regardez où est la pauvreté, où on touche la Bolsa Familia. Et bien évidemment, ils ont voté Fernando Haddad, hein, c'est-à-dire ils ont voté pour le Parti des travailleurs, alors que les autres États ont voté pour Jair Bolsonaro, hein, c'est-à-dire ont voté davantage à droite. C'est là où j'ai évidemment beaucoup moins de pauvreté. Voilà, donc on peut dire en effet qu'on a une véritable vague bleue il y a 4 ans, avec donc justement ces poches de pauvreté qui continuent à voter à gauche, mais la majorité des autres États qui, eux, ont voté à droite. J'ai mis une petite carte hein, pour vous montrer donc, un petit rappel de l'Amérique latine dans son ensemble. Hein. En janvier 2009, on a une Amérique latine qui vote à gauche majoritairement, et en janvier 2019, on a une Amérique latine qui a totalement basculé à droite. Hein. On a parlé de vague bleue hein, sur l'Amérique latine. Voilà. Et bien évidemment, il y a un point important à ça. Le premier tour des dernières élections, donc vous voyez que là, on retrouve bien un petit peu aussi la même chose. Hein. Je retrouve ma région nord-estine qui vote Lula, la Haute-Amazonie qui vote Lula, le nord de l'Amazonie qui vote Lula, et puis j'ai sur le reste, au contraire, Bolsonaro qui est bien plus présent hein, sur des régions où le vote, justement, et où la richesse est présente. Ça, c'est un document qui est extrêmement intéressant. Problématique qui va déterminer le choix de vote en 2018 par groupe de revenus. Donc, si je prends les 50% de la population les plus pauvres du Brésil, la majorité demandait à ce qu'il y ait plus d'emplois et plus d'accès à la santé. Ensuite, gérer la corruption, 23%, avoir accès davantage à l'éducation, 14%, et autres, donc 14%. Si je prends les 40% du milieu, vous voyez bien que ce n'est pas l'emploi qui va dominer, enfin, c'est l'emploi qui domine encore dans les chiffres, mais de façon moindre par rapport aux 50% les plus bas. Et donc, au contraire, on a 34% qui veulent qu'on lutte pour la corruption et imposer une sécurité plus importante, un meilleur accès à l'éducation aussi. Donc, vous voyez que c'est très différent. Si je prends, et si je vais à l'extrême, les 10% des populations les plus riches du Brésil, seulement 30% évoquent l'emploi et la santé, 43% évoquent la corruption et la sécurité, hein, on est 43 versus 23 pour les plus pauvres, 20% une meilleure éducation et 7%. On est pareil sur le haut, mais on a une inversion entre classe moyenne et classe haute sur les notions d'emploi, santé et de corruption-sécurité. Et on voit bien que pour les populations les plus pauvres, c'est la notion d'emploi et d'accès à la santé qui est la plus importante. Le deuxième tour des élections du Brésil a été bien plus disputé que l'on imaginait. Hein. Vous avez bien vu qu'on avait d'abord dit dans un premier temps que Lula allait passer au premier tour, ce qui était loin d'être le cas. Hein. Et c'était déjà on peut dire une première déconvenue quand même pour Lula qui pensait vraiment qu'il passerait au premier tour. Ensuite, on a eu un deuxième tour beaucoup plus serré qu'on l'imaginait, hein, mais tout le travail de Lula aujourd'hui reste à faire, hein, c'est globalement, et je le redirai en conclusion, réduire les inégalités dans ce pays. Les inégalités sont criantes, hein, avec des indices de Gini qui sont inacceptables par rapport au fait qu'on soit dans la 9e puissance économique mondiale. Le deuxième tour des élections, hein, puisque j'ai fait une petite synthèse, en bleu ceux qui ont voté Jair Bolsonaro et en rouge ceux qui ont voté Lula, je retrouve toujours mon nord-est, je retrouve toujours ma Haute-Amazonie et le nord de l'Amazonie. Hein. Bien évidemment, en fait, la géographie, hein, là, elle traduit vraiment, et le vote traduit très nettement le clivage entre les régions pauvres et les régions plus dynamiques, et puis entre aussi les grandes villes géantes, et puis la ruralité, et puis l'opposition aussi, beau quartier favelas. Hein. Bien évidemment, à São Paulo, tout le monde n'a pas voté Bolsonaro. Si on habite la favelle les favelles de São Paulo, on va plutôt facilement voter Lula. L'éducation, qui me paraît un point aussi donc, très important. Donc, vous voyez, je vous dis, on met toujours le drapeau à toutes les sauces. Hein, donc là, sur ce drapeau. Alors, éducation particulière publique. Donc, ça aussi, c'est un dessin de presse que j'ai trouvé et qui me paraissait très intéressant. Donc, on présente l'école publique avec la table rafistolée, un enfant noir ou métis, hein, bien évidemment, et puis l'école privée avec ce petit enfant blond, blanc, hein, qui correspond davantage aux standards du sud et du sud-est du Brésil, alors que les autres correspondent davantage au nord et au nord-est, hein, et qui va être évidemment dans de meilleures situations.
On peut le voir par l'alphabétisation. Donc, voilà une carte donc, des hommes alphabétisés. Donc, là encore, toujours le même clivage, mon nord-est, ma Haute-Amazonie, et puis les situations intermédiaires et un sud-est et un sud qui, eux, au contraire, connaissent une forte alphabétisation. La même chose pour les femmes alphabétisées, avec une grande différence, il y avait quand même moins de femmes alphabétisées que d'hommes, mais on retrouve exactement les mêmes lieux, géographiquement parlant. Et donc, on est sur des situations quand même qui sont particulièrement importantes et qui aujourd'hui s'améliorent très nettement puisque l'alphabétisation est à plus de 95% aujourd'hui au Brésil parce que les enfants vont aujourd'hui tous à l'école. Et puis, les populations analphabètes, si je fais une carte inversée évidemment des deux précédentes, on va retrouver une prégnance de l'analphabétisme en Haute-Amazonie et sur les populations nordestines. Si je prends la durée des études, le nombre d'années d'études par habitant, hein, donc là, vous voyez que je vais retrouver évidemment les pôles de Rio et São Paulo, puis les grandes villes du sud et du sud-est, les capitales d'État le long du littoral nord-estin, que ce soit Bahia, Recife, Salvador, Recife ou Natal, etc. Et puis, je vais retrouver Belém, Manaus, mais à l'intérieur, globalement, je ne retrouve pas grand-chose. La différence entre le nombre d'années d'études entre les hommes et les femmes, et là encore, toujours le même clivage et toujours au même endroit entre ce nord et ce sud du Brésil. L'inégalité dans l'éducation, c'est bon, il me reste 4 minutes, je vais pouvoir terminer. L'inégalité dans l'éducation, je vais la retrouver. Donc, si je touche un salaire minimum, globalement, je ne termine pas mon cycle primaire. Si je touche entre 1 et 2, je vais au cycle moyen, mais pas dans le supérieur. Et si ma famille touche plus de 2 salaires minimum, j'ai une partie qui va pouvoir aller éventuellement dans le cycle du supérieur. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on met des quotas dans les universités, on met des quotas pour les populations noires, métisses et autochtones, pour ne pas avoir que des blancs dans les universités brésiliennes. Et ça, on insiste très nettement. Je ne vais pas vous lire le texte, hein, ça présente peu d'intérêt. En revanche, j'ai fait le top 10 des universités du Brésil en 2019. Ce qui est intéressant, c'est que la première, c'est l'USP, hein, l'université de São Paulo, puis Campinas, puis Rio de Janeiro, puis Minas, puis Rio Grande do Sul, puis São Paulo, Santa Catarina. Bref, j'en ai qu'une seule, la 10e, qui n'est pas dans le sud, le sud-est ou dans le district fédéral. Elles sont toutes situées dans la région donc, du nord, hein, du sud-est et du sud. Et une seule, celle du Pernambouc, hein, qui est située dans le nord-est, est la 10e. Donc là encore, on a une suprématie des universités donc dans la partie sud-sud-est par rapport au nord. Si j'évoque le système de santé rapidement, donc là, on a eu évidemment donc, des grandes difficultés avec un chiffre aussi clé, 60% des hôpitaux se trouvent dans le sud et dans le sud-est, ce qui laisse seulement 40% pour tout le reste du Brésil. Petite loupe rapide sur le coronavirus. Je vous rappelle qu'on n'est pas loin des 700 000 morts au Brésil aujourd'hui. Le coronavirus est arrivé au Brésil avec un président négationniste. On ne va pas lire les textes, mais c'est juste pour vous donner quelques idées. On a mis en place ce qu'on a appelé un corona-voucher, donc une aide d'urgence aux plus pauvres et aux peuples de la forêt, parce que les populations les plus touchées étaient évidemment les populations donc les plus pauvres et les autochtones. Et puis, on a bien vu le chaos de Manaus, hein, saison 1, saison 2, avec l'arrivée du variant brésilien, et un nombre de cas absolument délirants, puisque on était le 8 octobre 2021 à 600 000 morts et qu'on n'est pas loin de franchir les 700 000 morts aujourd'hui. Voilà. Là, l'oxygène, le nerf de la guerre, j'ai pris ces photos en Amazonie, hein, où justement les gens, donc, vous voyez qu'on enchaînait les bouteilles d'oxygène qui se vendaient le prix d'un véhicule au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, hein, si je prends septembre 2022, on est à 690 000 morts. Donc vous voyez que c'est quand même particulièrement important. Je termine par l'accès à la terre. Là encore, un pays immense avec des terres arables terribles, mais pourtant une partie de la population qui n'a pas accès à la terre, c'est le mouvement des travailleurs ruraux sans terre, qui défile évidemment ici, avec, vous voyez ici, partout où c'est rouge, vous avez une prégnance donc, des établissements de plus de 100 hectares, et partout où c'est très clair, vous avez une prégnance des exploitations de moins de 10 hectares. Donc là encore, si j'ose dire, on fait un peu du jardinage dans le nord-est, hein, alors qu'on fait de l'agriculture sur le sud-est et le sud, et sur le centre-ouest et sur la région nord. Au contraire, c'est l'apologie des grandes exploitations de plus de 10 000, 20 000, voire 30 000, 40 000 hectares.
On a donc des choses très importantes. Là, on le retrouve aussi très nettement. Vous voyez, c'est les exploitations de plus de 500 hectares. On n'est pas dans les chiffres français, hein, loin de là. On est sur des exploitations très importantes. Et vous voyez celles de moins de 1 hectare. Mais elles sont, la prégnance est située bien évidemment donc sur la région nord-estine, alors que l'avenir de l'agriculture globalement et des grandes exploitations, c'est le centre-ouest. Hein. Bien évidemment, c'est là où on fait tout le soja transgénique, c'est là où on fait du riz, du soja, du maïs, du blé, et où là aussi je mise sur les agrocarburants. Les tensions agraires, elles sont ici importantes. Donc, on voit bien donc, la part de l'anthropisation, mais c'est la dernière carte moi, qui m'intéresse très nettement. Hein. Vous voyez les deux dernières, la part des occupants sans titre de propriété, bah, bien évidemment, je vais les retrouver donc, dans la région nord-estine, ça n'a rien d'étonnant. Et puis, le nombre d'assassinats liés aux conflits ruraux, bah, globalement, c'est partout, mais sur les marges de l'Amazonie. Vous voyez, dans l'état du Pará, où c'est le plus important, c'est là où j'ai fait ma thèse, et j'ai travaillé beaucoup sur justement les notions d'assassinat et de disparition des populations. Perspective d'avenir, il me reste 30 secondes. Hein. Donc, l'émergence du Brésil, oui, mais qui n'a pas réduit ses inégalités socio-spatiales. Le Brésil reste un pays marqué par des vifs contrastes. Je vous ai mis donc la carte avec les indices de développement. Plus c'est bleu, moins c'est développé. Plus c'est orange, plus c'est développé. Et puis, un pays très inégalitaire, puisque 1% des richesses du pays sont détenues par les plus pauvres. 10%, donc, parmi les plus pauvres, 74% sont des Noirs. 41% des richesses sont détenues par 10% des riches, alors que 10% des riches sont majoritairement blancs à près de 70%. J'en ai terminé et je vais quand même terminer sur une image un peu positive. Le Brésil, ça reste quand même cette vision merveilleuse de la baie de Guanabara à Rio de Janeiro. Ça reste l'Amazonie, le Pantanal, les grandes plages du Nord-Est, c'est la plage de Natal, les fosses d'Iguassou, la région donc la région de l'or, hein, avec ici la ville d'Ouro Preto. Ça reste donc un pays absolument extraordinaire. Mais le Lula va devoir aujourd'hui jongler hein, avec ces inégalités et essayer de réduire les inégalités. C'est l'urgence de ce pays. Je vous remercie de votre attention.